Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être au Grand Rex. Bienvenue. Alors depuis cet après-midi, les intervenants se sont succédés et la question de l'intelligence artificielle était souvent au cœur des débats. On va rester sur cette lancée. Un petit écho, non? Bon. Mais pour parler d'un enjeu crucial, celui du climat, l'intelligence artificielle peut-elle être un remède dans la lutte contre le réchauffement climatique ou au contraire, peut-elle être un danger pour notre planète? À quel point les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent faciliter la diminution des émissions de gaz à effet de serre? Quels sont les atouts de la France? Au contraire, à quel point ces algorithmes vont consommer de l'énergie? Est-ce que ça va exploser? Pour répondre à toutes ces questions, ou en tout cas de tenter de répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'avoir trois invités. Bonjour Sylvie Géano, vous êtes directrice générale de Dalkia, qui est une filiale d'EDF. Donc vous exploitez des réseaux de froid, des réseaux de chaleur, souvent alimentés avec des énergies renouvelables comme la biomasse, la géothermie ou de récupération avec la valorisation des déchets. Et puis vous êtes aussi un grand acteur de l'efficacité énergétique. Pardon. Nous avons aussi Bonjour à tous. Clara Chapas. Vous êtes directrice de la mission French Tech. Donc votre rôle, c'est d'accompagner la structuration, la croissance des startups tricolores. Et puis Vincent Siandra. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur de Metron, qui est spécialisé dans la performance énergétique. Clara, je voulais ouvrir ce débat avec vous en revenant sur le rapport qui a été rendu il y a 15 jours par la commission interministérielle sur l'IA générative. Ce rapport liste 25 recommandations et il y en a une qui propose de faire de la France la pionnière de l'IA pour la planète. Alors ma question c'est quels sont les atouts des startups de la French Tech pour justement relever ce défi-là? Alors c'est vrai qu'on est à un moment extrêmement excitant, je crois, sur cette question, parce qu'on a la chance assez unique en France de combiner à la fois des talents dans le domaine de la data, de l'intelligence artificielle, qui nous sont très reconnus. On voit que ce secteur est en pleine croissance. Je ne sais pas combien de fois Mistral AI a été cité aujourd'hui, mais c'est un des beaux exemples de notre capacité à se saisir de ce sujet, à créer des innovations et à seulement 9 mois à avoir des modèles qui sont tout aussi performants que les modèles des grandes entreprises américaines. Donc ça, c'est pour l'IA d'un côté. Et c'est grâce aux différents plans IA qui ont été mis en place par le gouvernement depuis 2018, l'investissement dans la recherche, l'investissement dans les capacités de calcul. Et puis aussi, je crois, d'avoir fait un écosystème beaucoup plus accueillant et où donc ces talents qui souvent ont eu des expériences à l'international rentrent en France, créent leur start-up. Et puis de l'autre côté, on a la Green Tech. Et il se trouve qu'en Green Tech aussi, on est plutôt bien placé. On est plutôt bien placé, c'est 30% des levées de fonds sur toute l'année 2023 qui sont allées dans ces entreprises de la Green Tech. C'est la première fois d'ailleurs que les Green Tech captent la plus grosse partie des Tout à fait, c'est l'année où vraiment le secteur a explosé, bien sûr avec des gros tours de table. Vous aviez EcoVadis sur le panel précédent, Vercor qui a levé 850 millions d'euros pour construire des batteries électriques à Dunkerque dans le nord de la France. Mais c'est vraiment tout le secteur qui a explosé. C'est d'ailleurs celui qui a créé le plus d'emplois. Et donc on est en mesure de se dire, si on combine tout ce qui se passe dans l'intelligence artificielle et toute notre avance aussi sur la Green Tech, on devrait être pas trop mal placé pour être dans les leaders sur cette idée d'utiliser l'IA au service du climat. Et sur la Green Tech, est-ce que la France, vous dites effectivement ça a beaucoup augmenté, mais est-ce que la France se distingue d'autres places de marché en Europe? Alors l'Europe déjà se distingue beaucoup sur la Green Tech. 66% des fonds levés en 2023 sur les sujets de l'impact au sens large, dont celui de la transition écologique, ont été levés en Europe. C'est assez exceptionnel. Je pense que c'est une combinaison d'un intérêt très fort pour le sujet, d'une compréhension, de talent technique aussi pour pouvoir créer les solutions dont on a besoin. Et la France, dans l'Union européenne, est le premier pays en termes de levée de fonds pour les sociétés de la Green Tech.
Et on parle green tech, c'est très large. On a cité EcoVadis, on va, je pense, parler un petit peu de Metron et de toutes les entreprises qui utilisent la data et l'intelligence artificielle pour trouver des solutions aux enjeux du climat. Mais quand on parle technologie et climat, on a aussi beaucoup de startups industrielles. On vient de voir une petite vidéo qui invite les femmes à rentrer dans les métiers de l'industrie. C'est ça aussi la green tech. C'est des boîtes qui créent des nouveaux produits comme par exemple MaterUp qui crée du ciment décarboné, qui ouvre des usines partout en France et qui vont créer des solutions dont on a toutes et tous besoin. Et justement, si on revient au croisement des deux, de l'IA, de la green tech, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de green tech tricolores qui aujourd'hui utilisent l'IA justement au service de ces transitions énergétiques et environnementales? Alors Metron va parler de son cas, mais il y a d'autres exemples. Alors, je laisserai Metron, bien sûr, se présenter, mais c'est un très, très bel exemple de ce sujet. Sur la même veine, on a un acteur qui est aussi en très forte croissance, qui s'appelle DeepKey, qui a annoncé avoir fait plus de 60% de croissance l'année dernière et qui va utiliser l'intelligence artificielle pour mesurer la consommation énergétique dans les bâtiments. Et qui, via sa solution, va permettre de pouvoir faire des économies vraiment extrêmement importantes, qui sont importantes pour la planète et aussi, bien sûr, d'un point de vue économique, de pouvoir mieux mesurer l'impact des bâtiments et donc la consommation des bâtiments. On a aussi des entreprises comme Altaroad qui utilisent l'intelligence artificielle pour aider le secteur du BTB à optimiser la gestion des déchets. On a des entreprises, j'en ai parlé, qui utilisent l'intelligence artificielle pour développer de nouveaux matériaux, comme MaterUp, comme Lactips, qui crée un matériel qui remplace le plastique. Donc vraiment, on voit que partout, dans tous les secteurs, l'intelligence artificielle a beaucoup à apporter. J'aurais pu aussi citer Kairos, qui est une des startups qui utilise des satellites pour mesurer l'impact des émissions de différents gaz, notamment le méthane, dans le monde entier, et qui, grâce à l'intelligence artificielle, permet de mieux mesurer, mieux comprendre ces émissions et donc ainsi de pouvoir pousser des solutions. On voit que les exemples sont nombreux et variés. Vincent, est-ce que on va rentrer un petit peu dans le détail avec Metron, que vous avez cofondé il y a une dizaine d'années, un peu plus en 2013. Donc vous attaquez, enfin vous ciblez plutôt les sites industriels, entre autres, qui ont une part très importante dans le réchauffement climatique. Je crois que c'est le 3e secteur dans le monde pour les émissions de CO2. Est-ce que vous pouvez nous expliquer avec un cas très concret de comment vous utilisez l'intelligence artificielle pour réduire l'énergie et donc la consommation énergétique et donc les émissions de CO2? Donc effectivement, j'ai créé Metron il y a maintenant 10 ans et notre objectif depuis le début, c'est d'accompagner les grands groupes industriels dans la captation des informations qu'ils ont sur des sites industriels. Donc on a commencé en même temps avec DeepKey, que vous citiez, qui s'appelle Vincent, brillant aussi. On a exactement en même temps, lui sur le tertiaire, moi sur l'industrie. Et la vision a été de dire, si on est capable de capter beaucoup d'informations sur des sites industriels, on va être derrière capable d'apporter des outils beaucoup plus puissants pour les opérateurs, les gestionnaires de réseaux de froid chaud, comme par exemple Dalkia, pour prendre des décisions qui soient quasiment en temps réel en fonction de la production. Donc la vision était vraiment de casser le silo entre les données et les informations qu'on récupère peut-être a posteriori dans un jour, une semaine ou autre, et la vision temps réel du pilotage de l'énergie et du coup sa réduction derrière dans son utilisation. Ça, c'est l'idée de base. Elle a l'air simple comme ça. En 2013, capter des données sur un site industriel, on commence à parler d'industrie du futur, donc on n'y est pas encore. Donc réussir à capter ces informations, c'est déjà un premier challenge. Moi, je pensais que 10 ans plus tard, ça allait être un autre sujet. Aujourd'hui encore, capter les données sur des sites industriels partout dans le monde, ça reste un challenge. Mais une fois qu'on a passé ce cap-là, qu'on a de la matière première pour justement faire des algorithmes et derrière créer de l'intelligence artificielle, on a développé dans notre suite de solutions des outils qui vont permettre à des opérateurs, à Dalkia par exemple aussi, à développer ses propres algorithmes et outils d'intelligence artificielle. La grande difficulté dans l'industrie, c'est qu'il n'y a pas 2 usines pareilles. Donc on ne peut pas créer un modèle qui va s'adapter à tout le monde.
On a adapté une solution qui va, elle, s'adapter à tous les systèmes existants. Et encore pire, elle va devoir s'adapter à tous les systèmes existants et toutes les variations qui ont été faites sur ce système à chaque année. Parce qu'en fait, un site vit, il est acheté, vendu, il y a des nouvelles machines qui arrivent, il y a des nouvelles recettes de fabrication qui sont déployées. Et cette vie-là crée un contexte. Comment comprendre les optimisations à réaliser dans ce contexte? C'est toute la complexité qu'on essaye de simplifier dans notre outil. Et donc, nos algorithmes vont permettre à des opérateurs, à des acteurs de l'énergie, de comprendre le flux de cette information, modéliser chaque électron, chaque molécule qui rentre sur un site industriel, comment il termine dans un produit. Et donc, chaque produit, chaque recette qui ont été fabriquées, je vais prendre un exemple concret, on travaille avec le groupe Pochet depuis un certain temps. Et, groupe Pochet, pour resituer, qui travaille... Oui. Voilà. Groupe Pochet qui, depuis 400 ans, fabrique de la flaconnerie de luxe, donc un génie français incroyable. Et un acteur du luxe nous a dit, bah, moi, c'est mon scope 3. Et donc, je dois l'optimiser. Scope 3 peut-être, même si... Dans les émissions de carbone, on a le scope 1 et 2 qui sont les émissions directes, et puis on a des émissions un peu plus liées à nos fournisseurs et à tout un tas d'autres choses qui sont le scope 3. Et donc là, Pochet fournit des solutions pour Chanel, pour Dior, pour d'autres acteurs, et un de ces acteurs est venu nous voir en disant, bah, si vous arrivez à réduire la consommation de ce site-là, nous, ça va directement bénéficier à nos émissions. Et donc, pour ce site de Pochet, on a été capable de modéliser sur les fours la consommation pour chacun des flacons qui sont faits en fonction des parfums qu'ils fabriquent. Chanel numéro 5, par exemple, on est capable de dire pour ce flacon, à ce moment-là, précisément, quelle a été son empreinte carbone à un instant T, et non pas simplement le lisser sur tout un tas de facteurs post-calculés, donc après la modélisation qu'on a faite. Et donc, du coup, la vision, c'est d'être capable d'optimiser en temps réel et donc de dire, ah, on est en train de dériver, notre modèle nous dit, je devrais consommer comme ça, et là, on est en train de partir dans une autre direction. Et là, on peut donner une information extrêmement utile à un opérateur ou à une personne sur site qui opère des machines comme par exemple Dalca, de lui dire je vais pouvoir agir sur ce groupe froid, sur ce réseau de chaleur à un instant T. J'ai 1 heure en gros pour rattraper cette courbe. Et donc on peut rentrer dans ce détail-là si on le souhaite. Et on fait ça donc dans à peu près 35 pays à travers le monde pour plus de 100 et quelques groupes industriels sur plusieurs centaines d'usines. Et très concrètement, on arrive à quel gain d'énergie, par exemple? On parle, alors dans ce cadre-là de Pochet, on parle de 27% de réduction de gaz, qui est le facteur le plus émetteur en CO2 pour cette usine, parce qu'elle a une partie de son électricité qui, elle, est décarbonée. Donc ce parti-là qui, en plus, est complexe parce qu'on est dans un cadre énergétique plus tendu sur le gaz qu'il y a quelques années. Donc pour eux, c'est et moins d'approvisionnement en gaz et de se sécuriser, et en plus de ça, une réduction directe de ces émissions. Et donc on travaille avec ce groupe Pochet qui, bien sûr, quand on a commencé à travailler avec eux, depuis 400 ans font des optimisations, ils n'ont pas attendu Metron pour faire du bon travail. Et Dalca ou d'autres acteurs ont dû passer par là aussi. Donc on est vraiment dans la recherche de qu'est-ce qu'on peut faire de mieux grâce à l'algorithmie. Comment on peut aller plus loin? Comment on peut détecter des facteurs qui ne sont pas forcément faciles à comprendre avec simplement la connaissance métier qu'on a là? On va aller chercher vraiment beaucoup plus loin grâce aux algorithmes et à notre technologie. Merci pour toutes ces explications. Sylvie, chez Dalca aussi, vous utilisez les données au service de la transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment l'intelligence artificielle s'applique au sein de vos métiers? Oui, alors ce qui est très important, parce que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui va plus loin que la donnée numérique. On a des modèles complexes qui vont nous permettre de faire 2 choses qui sont essentielles dans la transition énergétique. La première chose, c'est le consommer le moins possible. Consommer le moins possible d'énergie. On a parlé d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie. C'est essentiel, parce que l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est celle qui n'émet pas.
Et ça, l'intelligence artificielle va nous permettre d'aller beaucoup plus loin et je vais vous donner des exemples. Puis la deuxième chose, c'est de consommer toujours en temps réel la meilleure énergie. Et la meilleure énergie, c'est celle qui est la plus bas carbone possible. C'est autant que possible une énergie renouvelable, une énergie qui n'émet pas de CO2 ou de l'électricité, par exemple. C'est le cas en France parce que l'électricité est bas carbone. Et très concrètement, concrètement, je vais vous citer un exemple. On accompagne des industriels pour aller consommer moins. On prend des engagements de performance. On fait des contrats de performance énergétique. On va leur dire, à l'industriel, on va faire moins 10%, moins 20%, moins 30%, moins 40%. On peut prendre des engagements très forts si on utilise des modèles puissants. Il se trouve qu'effectivement, Metron est un partenaire privilégié de Dalkia dans l'industrie. Et ce qui est intéressant, c'est, vous savez, on va aller chercher des liens ou ce qu'on appelle des corrélations qui sont non intuitives. C'est ça que va nous permettre le modèle informatique. Parce que la corrélation intuitive, ça veut dire que quand je suis à la maison, quand je ferme la porte, je coupe le chauffage. Vous voyez, bon, voilà, je ne suis pas là, je ne mets pas en route mon chauffage. C'est le truc évident, c'est le truc intuitif. Par contre, on est sur un site industriel, les processus sont compliqués. Quand on fabrique des flacons, voilà, il y a toute une chaîne entre le verre qu'on va fondre, etc. Ça émet de la chaleur. Eh bien, c'est pas si évident que ça de voir où est-ce qu'il y a un lien entre ce processus-là et la consommation d'énergie. Il y a des choses évidentes, mais il y a des choses qui ne le sont pas. L'intelligence artificielle va nous permettre d'aller chercher des liens concrets entre la consommation et le processus industriel. Par exemple, on va se poser la question, quand on est dans de l'agroalimentaire, il y a des habitudes fortes sur une température de gâteau. Par exemple, je fais mon biscuit, on a toujours mis depuis 50 ans le four à telle température. Eh bien, en analysant toutes les données du processus industriel, on va se poser la question de est-ce que finalement on peut peut-être pas bouger 1 degré à un endroit, changer un autre réglage à un autre. Grâce au modèle que nous produit Metron, on va aller trouver quelque chose de fort qu'on ne voit pas de façon évidente et aller plus loin et aller chercher le moins 5% de consommation. Dans le tertiaire, on va même maintenant, on accompagne par exemple, je cite un exemple d'Inacité, c'est un bailleur social dans la région centre-est, ils ont 29 000 logements. On a fait avec eux un contrat de performance carbone où on va aller chasser à la fois le gaz et le fioul, les chaudières, on supprime autant que possible ce chaudière gaz au fioul, on raccorde à des réseaux de chaleur qui sont renouvelables, et puis on va mettre du numérique partout pour piloter à la fois la consommation des bâtiments et puis piloter pour qu'à chaque fois on ne mette le moins possible en route un moyen de consommation qui utiliserait le gaz pour à la fois faire de la réduction d'énergie et à la fois tout le temps consommer la meilleure énergie au bon moment. Donc on va utiliser du bois énergie, on va utiliser des panneaux solaires et puis on va apprendre grâce à des modèles d'intelligence artificielle comment se comporte un bâtiment. Comment il consomme ce bâtiment. Et grâce à ça, on va pouvoir toujours régler la meilleure température, toujours mettre en route le meilleur moyen de production pour aller vers la baisse de CO2 maximum. Et notre métier chez Dalkia, notre ADN, c'est de s'engager, c'est-à-dire qu'on prend le risque de cette réduction-là. Et vraiment, moi je crois dans ce numérique qui fait qu'on a des systèmes connectés partout, on récupère des datas partout, comme un accélérateur de cette transition énergétique qu'on appelle tous de nos voeux. Effectivement, avec ces exemples-là, on a vraiment le sentiment que l'analyse des données, l'intelligence artificielle est une solution, pas miraculeuse, mais presque dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais de l'autre côté, on se rend compte qu'elle alimente aussi le problème, notamment à cause de la consommation en fait, de ces modèles-là, qui entraîne une consommation grandissante des data centers, parce qu'il faut entraîner ces modèles, et puis leur utilisation devient complètement exponentielle, notamment avec l'IA générative. Et une étude citée dans le fameux rapport disait qu'en 2027, l'intelligence artificielle, sa consommation à l'échelle mondiale pourrait représenter celle de pays comme l'Argentine ou la Suède. Donc il faut s'attaquer à ce sujet-là. Alors en France, on a la chance d'avoir un mix électrique très décarboné pour nos data centers. Il n'empêche qu'il faut se saisir de cette question-là. Il faut que les consommateurs, les data centers aient une consommation maîtrisée. Est-ce que Dalkia, vous êtes emparé de ce sujet-là ? Alors,
Tout à fait. Alors, plusieurs choses, vous faites bien. Le sujet, c'est la consommation électrique. Et effectivement, il y a des pays où l'électricité n'est pas produite encore de façon bas carbone, mais on sait produire de l'électricité bas carbone. Donc ça va être la tendance d'aller produire une électricité renouvelable, nucléaire, et il faut le faire au maximum pour pouvoir déjà faire en sorte que cette électrification soit effectivement vraiment bon pour la transition énergétique, ce que je crois, parce que l'électricité, c'est effectivement une énergie qu'on peut décarboner relativement facilement. Les solutions existent. Une fois qu'on a dit ça, les data centers utilisent beaucoup d'énergie pour le refroidissement. On refroidit les ordinateurs, vous avez en tête, ça chauffe, il suffit de mettre sa main derrière son ordinateur. Et donc, on a aussi un sujet de comment on peut refroidir un data center de façon la plus bas carbone possible. Il y a des technologies pour ça. On a plein d'exemples chez Dalkia où on appelle soit du free cooling, c'est-à-dire qu'on utilise l'air pour refroidir. On peut utiliser aussi de l'eau qui existe à proximité. C'était un exemple à Marseille où on utilise un écoulement d'eau qui vient de Gardanne, de la mine de Gardanne. C'est un écoulement d'eau qui se dirige vers Marseille, qu'on récupère. Et là, on fait du river cooling. On utilise juste de l'eau naturelle pour aller refroidir les data centers. C'est une façon de faire de les refroidir du refroidissement économe énergétiquement. Économe, on utilise beaucoup moins d'électricité. Et puis, évidemment, bas carbone. Donc, tout ça, il faut le développer. Et puis, il faut aussi faire du numérique responsable. Il y a des sites, je vous invite, alors là je fais un petit peu ma pub, mais faites tous dalkia.fr, vous allez voir un site internet bas carbone qui ne met pas en route ses vidéos spontanément, qui utilise peu de vidéos, qui a un nombre de pages hyper normé. Quand on rajoute une page chez Dalkia, on en supprime une pour que ce site, il est d'ailleurs neutre en CO2 in fine. D'ailleurs, sur chaque page, vous avez les émissions de CO2. On peut faire du numérique responsable, qui consomme moins. Il faut juste un petit peu d'hygiène, c'est de la sobriété numérique, j'ai envie de dire, et qui permet aussi de faire du bas carbone. Vincent, sur ce jus-là, comment vous vous positionnez et comment vous intégrez cet enjeu? Le rapport évoque justement de développer des modèles plus sobres, plus frugaux, pardon. Ça se traduit comment chez vous? Alors, la première chose qu'on a faite chez Metron, on l'a fait l'année dernière encore en fin d'année, c'est qu'on fait auditer tout notre code. C'est-à-dire qu'il y a 0 ligne de code chez Metron qui n'est pas utilisée. Donc ce que l'on fait aujourd'hui, et dans sa complexité, ça fait plus de 300 000 lignes de code, ce qui n'est pas grand-chose au vu de la complexité technique de ce que l'on apporte. Et dans l'audit, le dernier audit que l'on a fait, aucune de ces lignes ne sert pas à quelque chose. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Alors peut-être qu'on pourrait faire mieux, mais on travaille sur une base déjà. Dans l'énergie, on a passé une baseline qui est déjà saine. Et on essaye d'aller plus loin dans les optimisations, enlever un certain nombre de fonctionnalités ou de modèles qui tournent pour rien. Et on accompagne aussi nos clients dans la limitation de l'export des données. On utilise des solutions sur le cloud et on l'assume parce que justement, il y a un partage de ressources qui est réalisé et qui nous permet justement de baisser ces émissions. Alors ça peut être pour certains contre-intuitif, mais dans ce que l'on fait, vu la puissance de calcul qu'on a besoin, il vaut mieux partager ces ressources plutôt que de les avoir sur le site industriel. Et on ne remonte pas toutes les données mécaniquement. On va sélectionner quelle information on va prendre avec le client pour pouvoir faire nos modèles. Et on va aussi faire très attention à la granularité des informations qu'on remonte. Si on doit changer ou piloter un modèle qui fonctionne à la maille d'une journée ou autre, on ne va pas remonter des données qui sont à la milliseconde ou à la seconde. Et ça, c'est le détail qui peut faire passer à une volumétrie incroyable en moins sur des stockages de données et d'informations. Et tout ça, c'est 10 ans d'apprentissage, de tests, de trouver la bonne limite, mais toujours de se poser la question, est-ce qu'on émet beaucoup ou peu dans ce que l'on fait? Et le dernier point que je voudrais rajouter, et je pense que les data centers travaillent très fortement à réduire leur empreinte carbone, ne serait-ce que pour leur facture énergétique de base. Tout simplement. Donc c'est du coup une mécanique saine. Mais au-delà de ça, je pense qu'à un moment donné, quand vous aurez l'utilisation de l'IA générative beaucoup plus développée et qu'on va commencer à se poser très fortement cette question de cette exponentialité de l'utilisation, il va y avoir exactement comme pour les voitures, je pense, ou comme pour d'autres produits,
des normes ou des règles qui vont être mises en disant, voilà, ce data center ou cette technologie ne doit pas dépasser tant d'équivalent CO2. Et du coup, il faudra faire avec et trouver du coup des solutions qui permettront de revenir en arrière. Vous voulez réagir? Oui, juste un complément, c'est que dans ces normes ou dans ces règles, dans ces d'hygiène qui peuvent venir, cette chaleur qui va être produite pour refroidir les data centers, parce que quand on refroidit, on dégage des calories, il faut la réutiliser. Et ça fait partie des expertises qu'on a. Et donc, effectivement, plus on va pouvoir aller chercher la chaleur qui est produite par les data centers, et on commence à le faire significativement, pour aller chauffer les habitants de la ville, parce que derrière, on fait un chauffage urbain, pour aller chauffer un bâtiment, le bâtiment de l'industriel qui utilise ce data center, mais on fait aussi là, vous voyez, une combinaison qui est juste totalement vertueuse. Je vois peut-être un mot de la fin, Clara Chapaz. Peut-être sur ce sujet, j'aurais ajouté qu'on a en effet la chance en France d'avoir accès à de l'énergie décarbonée plus que dans certains pays voisins. Et on a peut-être une deuxième chance, c'est qu'on a beaucoup parlé mesure et l'importance de la mesure et ce que l'accès aux data peut permettre en termes de compréhension du monde dans lequel on vit et donc d'optimisation. On a maintenant depuis quelques années un plan qui s'appelle Plan de France Nation Verte, qui est piloté par le Secrétariat général pour l'écologie et qui est, je crois, rentré dans un niveau d'expertise de la compréhension de l'impact de toutes les activités économiques françaises, inclus celle du numérique, qui est assez unique au monde et qui, du coup, nous permet aujourd'hui d'avoir déjà des feuilles de route assez claires sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et du numérique et en effet de cette question de comment est-ce qu'on va devoir réduire la consommation en énergie de l'intelligence artificielle. Et ça nous donne, je crois, un cap qui est clair et sur lequel on peut tous collectivement travailler. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir été présents.